Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. Et aujourd'hui, que d'émotions. Nous allons parler d'une des plus grandes sagas vidéoludiques, mais pas que, GTA. Et pour parler de cette formidable aventure qu'est GTA, évidemment, il me fallait de formidables personnes, à commencer par Anis. Bienvenue sur ce plateau. Je suis très content de te recevoir. Tu es humoriste, tu es vidéaste, tu es multitalent, en fait. Je suis un mec de maintenant qui a besoin d'argent, quoi. Et je vais te dire un truc, t'es un des mecs les plus drôles d'Internet et je regrette qu'on ne te voit pas suffisamment à mon goût. Donc je suis content que tu sois avec nous. C'est gentil, merci frérot. Voilà. Merci. Bah avec plaisir, oublie pas l'argent. Et évidemment, avec moi, Paul. Paul, tu es vidéaste. C'est ça. Et tu as fait d'ailleurs une vidéo excellente sur Sam Hauser, on en parlera un petit peu plus tard, mais évidemment, c'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. Et pour conclure ce trio de choc, Stéphane avec nous, Stéphane Moïsakis, auteur, journaliste, podcasteur même, on peut te retrouver un petit peu partout. Donc je vous conseille toute l'actualité de nos invités, mais aujourd'hui l'actualité, qui n'en est pas vraiment une, c'est évidemment GTA, une des plus grosses sagas vidéoludiques et même une des plus grosses sagas culturelles, j'ai envie de vous dire. C'est plus de 100 millions d'exemplaires vendus, toutes consoles confondues. On va pas s'étaler dans les chiffres parce que c'est des records à tous les étages. Mais avant de casser tous ces records, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de GTA, comment GTA est né. Paul, je te donne la parole. Ouais. Fais-toi plaisir. Carrément. En fait, à la base, c'est pas tellement la création justement de Sam Hauser qui est maintenant la figure emblématique du jeu. C'est David Jones qui est en fait qui avait un studio de jeux vidéo en Écosse. À qui on doit Lemmings. Exactement. Notamment. Voilà, il avait fait plein de petits jeux et puis ils ont décollé avec The Lemmings et c'est là qu'ils ont commencé à faire un partenariat avec BMG Interactive, donc là où Sam Hauser travaillait. Et c'est là qu'ils ont commencé à travailler ensemble et ils leur ont présenté donc un jeu qui s'appelait Race and Chase. Donc c'était un GTA, on va dire un proto-GTA. Light, light, pas exactement. Light. C'était vu de haut et en fait il n'y avait pas encore cette notion de crime, on était plutôt du côté des gentils. C'était complètement l'inverse même. Voilà, exactement. Un jeu on joue un héros, quoi. Voilà. Et voilà, David Jones et même Sam Hauser, ils étaient un peu perplexes sur le truc, ils se sont dit il faut rajouter un peu de piquant et si on inversait la chose. Là, évidemment, dès qu'ils se sont mis à écraser les passants et à se faire poursuivre par la police, ce genre de choses, tout de suite c'était beaucoup plus drôle. Donc voilà, c'est à ce moment-là que vraiment ils ont commencé à retourner le concept et que GTA commençait à prendre forme. Et voilà, et ensuite donc il est sorti en 97 je crois le premier. 98 non 97. Et là, mais on voit, on entre directement dans le vif du sujet. On sait que GTA, on en parlera un petit peu après, c'est énormément de polémiques. Mais là, d'ailleurs, la communication se fait autour déjà de polémiques pour le premier, puisque c'est un jeu où là, on joue pas un héros, mais un voyou, chose qui ne se faisait pas trop. C'est un jeu où on a la liberté de commettre des crimes, chose qu'on ne voyait pas trop avant. Et une chose importante, c'est que on se demande, je crois, au début, comment on va faire pour communiquer sur ce jeu. Et donc là, on a une personne qui va justement se dire, écoutez, on va créer une polémique avant même d'avoir de la polémique. Ouais, c'est ça, avec Max Clifford, je crois que c'est le nom du marketeur, qui était connu pour faire dans le scandale, pour faire de la promotion. Donc on est sur de la pub racoleuse. Donc autant Sam Hauser, il assume à fond ce côté-là, autant David Jones, dont c'était le bébé à la base, se dit c'est chaud quand même, c'est pas trop mon univers. Mais donc c'est comme ça que ça commence, et ils iront plus loin avec le 2, où ils mettaient carrément un... On va en parler après. Je vais un peu vite. Tu vas un petit peu sur le 1. vite. Ouais. Restons déjà sur le 1, parce que à l'époque, donc 97, moi je me rappelle, je sais pas si vous en rappelez, mais il y avait eu... je crois que c'est pour le... je dis une bêtise, je crois que c'est pour le 2, mais je crois qu'on avait eu, dans le journal de 13h de Pernod, on avait déjà eu une petite séquence sur GTA où c'est le scandale, etc. Est-ce que vous avez un souvenir de la sortie de GTA 1, premier du nom? Alors, moi, pas du tout. En toute honnêteté, c'est vrai que c'est un jeu je suis complètement passé... Moi, j'ai vraiment commencé avec GTA 3, en fait, et du coup, je suis un peu revenu en arrière pour voir un peu à quoi ça ressemblait avant.
Et c'est vrai que quand on fonctionne comme ça, bah, en fait, on perd Ça marche énormément, pas. on Ça perd marche énormément de pas choses. du Ouais. tout. Il fallait vraiment découvrir le jeu au moment où c'est sorti. Puisqu'on le rappelle, c'est un jeu en vue du dessus, donc sorti sur PS1 à l'époque, qui est à milieu de la révolution qu'on va connaître quelques années plus tard. Là, on voit, c'est vue de dessus, on peut prendre des voitures, on répond à des appels téléphoniques qui nous donnent des missions. C'est assez sommaire en termes de scénario. On n'a pas encore ce qui va faire vraiment, en tout cas en termes de narration, le succès des GTA. On a les prémices, c'est-à-dire les crimes qu'on peut commettre, les vols de voitures, puisque Grand Theft Auto, c'est ce que ça veut dire, c'est le nom du crime pour un vol de voiture. On a aussi les lieux, on a les prémices, mais c'est pas encore l'essence même de GTA. Anis, toi, tu as connu GTA 1 ? Pareil, j'ai rejoué après. Mais c'est marrant, quand tu dis dans les prémices, c'est que quand il rejoue, même si voilà, c'est pas jouissif quand tu as joué aux autres, tu sens toutes les petites bases de... Les systèmes. Même... Enfin, c'est pas du tout la même bande-son, mais il y avait déjà un délire avec la musique. Complètement. Il y a un truc aussi de quand tu passes près des passants, tu les entends réagir. Enfin, tu as déjà plein de petits trucs qui font que les bases sont là pour faire un jeu de ouf, quoi. Alors, c'est intéressant parce que, Paul, je pense que tu n'as pas connu non plus le premier. À l'époque, tu étais un petit peu jeune. J'ai joué malgré tout. Au premier ? J'avais des voisins qui étaient un peu plus grands et ils me faisaient jouer à tout ce que je ne devais pas jouer. Donc ouais, j'avais quand même joué à l'époque et je trouvais ça quand même cool. La liberté était quand même... était déjà sympa. D'accord. Écoute, tu es une des rares personnes que je connaisse qui a joué au premier GTA à l'époque. Parce que, pareil, moi, je suis passé complètement à côté. Graphiquement, ça me faisait pas kiffer. Et puis, on était dans une période assez faste en termes de sortie de jeu. On avait des mastodontes à côté qui exploitaient vraiment les capacités techniques de la console. Donc, évidemment, graphiquement, voilà. Après, néanmoins, ça reste un succès commercial assez... correct, on va pas dire c'est 500 000 ventes, je crois, quand même. Voilà, c'est très bien. En tout cas, ça permet de faire un deuxième épisode. On va vite avancer là-dessus sur les deux premiers. Deuxième épisode qui reprend exactement les mêmes mécaniques, mais là, il y a quelque chose qui va changer dans la création, dans le processus de création de GTA 2, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. En fait, on parle toujours du 3 comme le moment où ça explose, mais en fait, les vraies bases, pour moi, c'est GTA 2, où là, vraiment, les frères Hauser s'accaparent vraiment le truc. Parce que là, il y a le deuxième frère, Dan, qui rejoint son frère. C'est ça, son frère, et ensemble, ils sont hyper complices, et lui, c'est lui qui écrit. C'est vraiment, il a fait des études de lettres, c'est lui qui va tout le côté scénario. Et le 2, en termes de scénario, est incomparable avec le premier. Il y en a un, c'est-à-dire que là, on a tout simplement un scénario. Là où dans le 1, c'était des missions un petit peu, pas aléatoires, mais distillées ci et là, à partir du 2, on a cette narration qui commence à arriver fortement. La narration, mais également un côté référencé aux films des années 80, des actionneurs des années 80-90, des films d'action. Ouais, il y avait déjà ce côté un peu pastiche dans le 1 où il y avait une mission, par exemple, où tu jouais un bus qu'il fallait Speed, pas, qui était une référence à Speed. Là, la grosse référence pour le 2, c'est The Warriors, qui est le film préféré de Sam Hauser. Et ils viendront même à faire le jeu par la suite. Qui n'a pas été une réussite, mais j'aimais bien. Il n'est pas nul, le jeu. Enfin, commercialement, je veux dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il y a ce côté avec les gangs qui ont chacun leur particularité, donc voilà. Mais c'est sûr qu'encore une fois, quand il est sorti, ils se sont dit les graphismes sont trop datés, surtout qu'il y avait Driver à ce moment-là qui est sorti. Voilà, Driver qui est le concurrent direct, on va dire, de GTA. Pourquoi ? Parce qu'on le rappelle, à l'époque, Driver, c'était un jeu où on pouvait changer de voiture et on était un flic infiltré, si je dis pas de bêtises, à San Francisco. À la différence qu'on ne sortait pas du tout de la voiture. Pas du tout. On était vraiment exactement. On n'avait pas le personnage. Ouais. On était vraiment, c'était un jeu de voiture à part entière. On devait même passer un permis au début dans un parking, si mes souvenirs sont exacts. On avait une très bonne localisation française aussi sur Driver. Je tiens à le souligner. Voilà. Donc, évidemment, techniquement parlant, à côté, ça ne marche pas. Maintenant, la communication se fait encore de mieux en mieux autour de GTA 2, puisque là, voilà, tu voulais en parler tout à l'heure, je te laisse le soin d'en parler, ce fameux autocollant. Voilà, la petite anecdote, c'est le petit autocollant volé ce jeu, qui fait penser un peu comme pour le groupe System of a Down à l'époque, avec leur... après le deuxième album, ils ont fait un CD où pareil, ils avaient mis voler ce CD, je crois, un truc comme ça. Donc on est sur le même délire, ça n'a pas du tout plu au distributeur et tout, mais il y avait déjà ce côté, Sam Hauser, de toute façon, il y avait ce côté rebelle de vouloir... un peu provoqué, quoi. Voilà, puisqu'on va le dire, donc les deux premiers GTA, ça sort à une année d'intervalle. Après, on a des petits spin-offs consacrés à la ville de Londres. Mais c'est pas encore la révolution qu'on attend, puisque la vraie révolution, elle arrive évidemment en 2001 avec GTA 3.
On est tous d'accord là-dessus. Une révolution technique, parce que un monde ouvert avec énormément de choses à faire, une révolution en termes de scénario. On a pour la première fois peut-être un jeu qui est digne d'un film. T'es d'accord avec moi, Stéphane ? Mais c'est même plus qu'un film en fait dans l'absolu, parce que c'est exactement ce qu'ils ont, ce que justement les frères Hauser se sont rendus compte en faisant ce jeu. À cette époque-là, je l'ai dit parce qu'en fait, si on fait un peu de rétro-engineering en fait sur GTA, aujourd'hui ils ont plus de comédiens hyper connus comme ça pouvait être le cas à l'époque où ils allaient chercher des gens des Sopranos. Il y a dans Vice City, il y a Ray Liotta qui joue le rôle principal, etc. Aussi voilà, dans San Andreas. Et en fait, eux, ils avaient encore un peu cette approche autour du cinéma en fait où c'est clairement des références pour eux. Mais en fait, ils se sont rendus compte avec GTA 3 qu'ils avaient quelque chose de beaucoup plus que le cinéma. Parce que, en fait, pas en termes forcément uniquement d'interactivité, mais dans les choses qui pouvaient être proposées. Un des points où ils ont compris que ça allait vraiment être polémique avec GTA 3, c'est en fait un monde ouvert. C'est quoi ? C'est un monde fermé en vrai. Quand on réfléchit. C'est-à-dire c'est juste qu'il faut masquer le fait qu'il est fermé. Et il faut vraiment faire croire aux gens qu'ils ont une liberté qu'ils n'ont pas vraiment, puisqu'en fait, il y a un tas de règles à suivre. Et c'est des boucles de gameplay sur des boucles de gameplay sur des boucles de gameplay, en fait, qui ne doivent pas se rencontrer, parce que si elles se rencontrent, il faut qu'elles explosent en fait, pour faire quelque chose de vraiment incroyable. Et une des découvertes qu'ils ont eues sur sur GTA 3, c'est, alors c'est un peu trivial d'en parler comme ça, parce que voilà, mais c'est le système de prostitution. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller voir une prostituée et on peut en fait payer ses services, coucher avec et la laisser partir. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte en testant le jeu que comme d'un autre côté, on peut écraser les passants, en fait, d'un seul coup, on peut écraser la prostituée pour récupérer l'argent. Et donc, ça devenait tout un espèce de truc où ils se sont dit « Ah, mais en fait, ça devient complètement dingue, en fait. » Et ils se sont rendus compte, ils ne l'ont pas créé de façon consciente. Ils se sont rendus compte que c'était possible. Et c'est ce qui les a fait, en fait, se dire, et c'est vraiment à ce moment-là où les frères Hauser se sont dit « En fait, on fait plus que du cinéma. » On est vraiment dans un autre truc, et en fait, ça arrive vraiment. Ils se sont rendus compte que ça allait exploser avec cette anecdote-là, avec ce truc-là. Et du coup, ils sont vraiment beaucoup développé ça au fur et à mesure dans la création de GTA 3, ce qui fait que tu as pas mal de missions effectivement écrites qui font penser aux Sopranos, qui font penser à moi, je sais que j'ai l'impression qu'ils ne le disent pas ouvertement, mais j'ai l'impression qu'un des films qui les a vraiment inspirés en termes de construction de gameplay, c'est Die Hard 3. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, là, en fait, on est à New York, on a des missions en fait avec un mission giver qui. Je vais aller plus loin, même le jeu d'ailleurs Trilogy. Oui, il y a des systèmes, mais le truc c'est que en fait, ce qui était absolument novateur aussi dans GTA 3, c'était l'idée qu'il y avait plein de jeux dans un seul jeu, quoi. C'est-à-dire on conduit, on tire, voilà. Tout n'était pas forcément parfait, parce que moi je sais que le tir, par exemple, ça a toujours été un problème, en tout cas dans la trilogie GTA 3, Vice City, San Andreas. Mais il y avait quand même ce truc en fait, où on a l'impression qu'on pouvait faire tellement de choses que oui, pour moi, en fait, quelque part, c'est même s'il y a beaucoup de références au cinéma et s'ils sont encore très ancrés là-dedans et qu'ils sont allés chercher pas mal d'acteurs, etc., c'est ce qui leur a permis de se dire on va quand même à un moment donné s'en sortir et aller vraiment vers notre truc à nous et faire notre... voilà. Et c'est en ça que quelque part, GTA, c'est une révolution dans le jeu vidéo, mais c'est aussi une révolution dans le GTA, en fait, dans la licence GTA. Quoi. Oui, voilà, oui. On le dit, c'est une révolution vidéoludique, mais aussi dans sa propre licence qui se réinvente, en fait, avec GTA 3, qui passe un palier... voilà, c'est une révolution. C'est l'équivalent de Mario 64, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment, on passe d'un seul coup, on s'est rendu compte que ça pouvait passer en 3D, quoi. Et puis, voilà, tu l'as dit, c'est ultra référencé, etc., mais ça va encore plus loin. Toi, Anis, ton ressenti sur GTA 3, tes souvenirs Ce qui est marrant, c'est que, déjà, par rapport à ce que vous disiez, c'est que avant, j'ai l'impression qu'on disait driver-like, c'était un peu une référence, et à partir de GTA 3, c'est là qu'on a dit GTA-like, quoi. Ils ont créé, on a oublié Driver. Pour les gens, Driver, ça avait l'air tout de suite moins bien à côté du... là, tu peux tirer, te déplacer, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais un voisin, il jouait à GTA tout le temps, et il n'a jamais fait l'histoire. Tellement il y a de trucs à faire, il a fait le début pour pouvoir être libre, là, et il n'a jamais fait l'histoire. Et il allait dans les villes à côté, en faisant des codes, des trucs, et il s'amusait tout autant, tu vois. Je disais, mais l'histoire, elle est ouf, tu vois. Et juste avec... tellement il y avait de possibilités à faire, tu pouvais passer un été à jouer sans faire... Ton voisin, t'es quand même très chelou, parce que dans GTA, si tu ne fais pas l'histoire... Tu peux pas avancer. Tu peux pas trop avancer, mais surtout, les choses que tu dois faire, c'est souvent écraser des gens. Voilà. Et on va mettre... mais c'est bien, parce que ça va nous permettre d'avancer sur les trucs. C'est que, voilà...
GTA 3, ça explose tout à l'époque quand ça sort, en termes de vente, en termes de succès critique de la part des spécialistes. Mais il y a quand même, là où les polémiques étaient... on va dire plus restreinte sur les 2 premiers épisodes. Là, le passage à la 3D fait que là, on commence à avoir des premières crispations. Hein. Ouais, en fait, déjà, même sur les premiers, quand tu regardais les critiques françaises, ils étaient en mode c'est un peu écœurant de glorifier la violence comme ça. Et là, comme c'est beaucoup plus réaliste d'un coup, comparé au vieux graphisme 2D, ouais, ça pose un problème. Et même dans le milieu du jeu vidéo, je me souviens notamment de Jason Robin, Naughty Dog, créateur de Crash Bandicoot, Jak and Dexter, dit vendre GTA, c'est comme vendre des cigarettes à des enfants. Ouais. Donc ouais, tout d'un coup, c'est beaucoup plus réaliste, ça pose problème. Et c'est là que les polémiques vont bien monter. Là. Oui, voilà. Mais même en France, hein, ça devient un peu plus gros. Hein. Mais c'est intéressant, en fait, parce que c'est une problématique morale. L'exemple que j'ai donné sur la prostituée, tu n'es pas obligé de le faire, en fait. C'est ce que les frères Hauser diront toujours. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'écraser des gens, t'es pas obligé de tuer des gens. Il y a des gens qui vont te résumer GTA à ça, alors que c'est pas du tout... Et j'irais même plus loin, en fait, dans le système en fait, de GTA, il y a un système, en fait, qui est un système, comment dire, qui s'autogénère, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, plus on fait de crimes dans GTA, et plus en fait on va avoir d'étoiles, et plus on va avoir d'étoiles, plus on va avoir la police en fait, sur le dos. Les étoiles, tout simplement, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose d'illégal, tu es recherché par la police, plus tu as d'étoiles, et plus la police te recherche, et plus ça va être compliqué pour toi de survivre. Exactement. Donc en fait, à la fin, et moi je sais que je joue beaucoup en fait, de cette manière à GTA, et même dans les derniers, quoi, j'aime bien en fait faire un espèce de stand-off, c'est-à-dire qu'en fait pour moi c'est la fin de Scarface. C'est on envoie mais tous les mecs en train de tuer Scarface, et en fait tu vas tenir combien de temps? Et tu sais que tu vas mourir. Tu sais que c'est la fin du jeu. Voilà, mais tu sais que c'est la fin du jeu. Donc quelque part, il y a un compas moral quand même malgré tout. C'est-à-dire que le système du jeu, pas forcément ce que ça raconte, mais vraiment ce que tu joues, il y a un compas moral. Ça veut dire qu'en fait, en gros, plus tu vas commettre de crimes, plus on va venir te chercher. Et tu t'en sortiras pas parce que c'est le jeu qui va gagner quoi qu'il arrive. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils sont censés savoir en fait que c'est pas si. Et justement, je rebondis là-dessus. Est-ce que polémique justement que ça à la fin? Le premier GTA, parce que là on est dans de la 3D, etc., même si ce fut le cas sur les 2 premiers, est-ce que c'est pas le fait de renvoyer le joueur à sa propre morale qui pose problème? Mais ça a toujours été un problème dans le jeu vidéo. Hein. Je pense que tous les jeux qui ont posé polémique, en fait, c'était ça. C'est-à-dire, il y a une scène dans Modern Warfare 2, à l'époque, en fait, qui s'appelle Pas de Russe, où en gros, tu es dans la peau d'un terroriste, mais globalement, le jeu ne t'oblige pas. La scène se passe, hein, tu peux pas l'empêcher. Mais t'es pas obligé de tirer. Et en fait, tu peux passer complètement... Enfin, moi, je me rappelle, j'avais testé la scène 3 fois pour voir en fait ce qu'on pouvait faire, quoi. Et je pense qu'encore une fois, toutes ces problématiques... Enfin, Jean-Pierre Pernaut, c'est évident qu'il n'a pas joué à GTA, donc... Mais je me rappelle ce que je veux dire, c'est qu'il peut bien... du sujet de Jean-Pierre Pernaut, ça m'avait choqué, parce qu'on parlait tellement peu de jeux vidéo à l'époque, à la télévision, et notamment dans les journaux télévisés. Voir Jean-Pierre Pernaut qui me parle d'un jeu dépassé graphiquement en plus, on va dire, le décrit comme ultra violent, etc. J'étais en train de manger mes pâtes. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte On s'en fout. Et en plus, vraiment, je me suis dit, mais moi, je joue à Driver, tu vois ce que je veux dire Oui, mais tu vois, dans Driver, tu peux pas écraser les gens, par exemple. C'est-à-dire, il y a vraiment, il y a un code, en fait. Il y a un code qui fait qu'en fait, ils évitent ta bagnole. C'est les passants les plus speed de la planète, quoi. Ils arrivent à éviter ta bagnole voilà, mais à la dernière limite. T'es persuadé que tu vas pouvoir les écraser, et t'y arrives pas. Dans GTA, tu peux le faire, oui, effectivement. Mais le truc, c'est que moi, je connais des gens qui jouent à GTA en respectant le code de la route. C'est ça qui est assez génial avec GTA. Il avait le droit de jouer à GTA quand il était un petit peu plus jeune, sauf que je lui disais, t'as pas le droit d'écraser les gens, t'as pas le droit de tirer sur les gens. Mais ce qui est marrant, ce que tu dis sur Driver, c'est que comme tu peux pas le faire, t'as envie, on a tous essayé mais dans GTA, en vrai, tu l'as fait une fois, tu t'en fiches au bout d'un moment. Tu prends plus de plaisir à juste de pouvoir le faire, tu te dis, ah, c'est fou. Mais après, du plaisir à écraser des gens. Une fois, et après j'étais concentré, je m'arrêtais au feu rouge et tout. En tout cas, le problème que ça posait à l'époque, c'était une période de transition sur. On parlait que de violence dans les jeux vidéo. Ça datait depuis Mortal Kombat, début des années 90. C'est là où ils se sont dit, là vous dépassez les limites, il va falloir commencer à mettre
un PEGI pour l'âge. SRB. Voilà, c'est ça exactement à la base. Et puis il y a eu les fameuses affaires, le fameux Columbine. Voilà, tuerie de masse. Voilà, qui ont dit être des joueurs de Doom 2, ça. Donc voilà, c'était dans cette période-là qui était compliquée. Ils ont aussi dit Marilyn Manson, donc tout le monde a pris cher. C'est ça. En tout cas, c'est comparable comme à l'époque des comics dans les années 50 où on accusait les comics d'être responsables de certains crimes, etc. Voilà, dès qu'il y a un truc nouveau pour les jeunes, on va l'accuser. Il a fallu un moment avant que les études révèlent que non, violence et jeux vidéo n'avaient pas de lien. Et d'ailleurs, on a vu aux États-Unis, ça a pris des proportions quand même assez folles. Il y a des lobbies qui se sont montés anti-jeux vidéo, mais même des grandes personnalités politiques, et notamment Hillary Clinton s'est exprimée sur le sujet. Je vous propose de regarder une petite vidéo. Many games contain content that is deeply disturbing. It's almost routine in popular games for players to spray other people with Uzis, to drive over pedestrians, to kill police officers, to attack women, and in some cases, even to engage in cannibalism. If you put it just really simply, these violent video games are stealing the innocence of our children. And it is certainly making the job of being a parent even more difficult. Donc voilà, on le voit, ça touche les hautes sphères de l'État, en tout cas aux États-Unis. Et comme tu l'as rappelé, il y a évidemment plein de facteurs qui font que le pouvoir politique s'est senti investi d'une mission. Chose qui avait été déjà le cas lors de l'époque Super Nintendo et Mega Drive, notamment avec Mortal Kombat, où on a vu, je crois que c'était je ne sais plus si c'était au Sénat ou au Congrès, bref, une institution américaine où ils avaient ramené carrément le Nintendo Scope pour dire que c'était très très violent les jeux vidéo. Donc là, voilà, il y avait tout un contexte. Et aussi, une chose qui va être déterminante, c'est également, GTA sort en 2001, sort après le 11 septembre aussi. Ça a fait aussi écho à quelque chose. D'ailleurs, dans GTA, comme ça se passe, on a oublié de le préciser, à Liberty City, qui est en fait une réplique de New York. Voilà, il y avait une sorte de lourdeur et on a bien voulu mettre beaucoup de choses sur le dos des jeux vidéo. Mais en France, comment est perçu justement par le mass média et les gens la sortie de GTA 3 GTA 3, je pense que comme d'ailleurs GTA 4, comme en fait, il n'y a que GTA 5 ces dernières années qui est plus ou moins passé. D'un seul coup, ça a été traité comme un objet culturel, c'est-à-dire et pas comme un problème. Donc GTA 3, moi, j'ai pas le souvenir, en tout cas, qu'il y ait eu énormément, à part quelques trucs à la télé, mais les trucs de Pernod, les trucs comme ça, en fait, pour moi, c'est depuis toujours, en fait. Là, ce qui est formidable avec Internet, c'est qu'on peut revenir sur... L'INA, en fait, propose plein de vidéos, et donc tu regardes les trucs de 92, de 82, et en fait, les questions, c'est les jeux vidéo sont-ils dangereux ? Les jeux vidéo sont-ils addictifs ? C'est toujours le même souci. Donc pour moi, c'est extrêmement difficile de tenir compte de ce genre de presse parce qu'en fait, il y a des impératifs. En fait, la télé, elle a peur de quelque chose qui va lui prendre finalement du temps d'antenne. Donc en fait, ils font des sujets pour faire peur aux gens, quoi, avec ce genre de truc. Enfin, pour moi, c'est mon approche, c'est comme ça que je le vois. Mais ça a été le cas. Voilà, et du coup, en fait, un truc comme GTA 3, moi j'en ai surtout entendu parler par des potes qui jouent aux jeux vidéo et qui m'ont dit, il faut que tu testes ça. Et en fait, t'arrives, tu rentres, tu mets le jeu, et puis d'un seul coup, t'entends la musique de Scarface et tu fais, oh putain, c'est charmé, quoi. Et voilà, où aussi c'est une révolution, au-delà des polémiques, etc., c'est que, évidemment, on va parler un petit peu plus longtemps après, c'est que GTA introduit pour la première fois des musiques de vrais artistes, on en parlera un petit peu plus tard, puisque les BO de GTA, c'est que du hit, que du succès, c'est magnifique. On va rester un petit peu sur le côté polémique, parce qu'on l'a dit, là, on a surtout mis en avant la violence et les propres choix, etc. Mais il y a aussi une polémique qui va faire beaucoup couler d'encre, notamment, il y a... Après GTA 3, on a GTA Vice City qui sort un petit peu plus d'un an après, où c'est totalement inspiré de Miami Vice, de Scarface, ça se passe à Miami, il y a vraiment une inspiration des années 80 cinématographique qui est très très importante, mais on reviendra sur les inspirations. Là, il y a une scène qui va poser un petit peu problème, a fait directement référence à une scène de Scarface avec la tronçonneuse, etc. Mais la vraie polémique va venir avec GTA San Andreas et avec le fameux Hot Coffee qui, pour résumer, quelque chose qui était caché dans le jeu. On va dire un mini-jeu à thème sexuel. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Parce que ça s'est propagé et ça a été
mis à nu, j'ai envie de dire, 1 an et demi après la sortie du jeu. Ouais, ça a mis un peu de temps. Bon, en fait, déjà dans la démarche de Sam Houser, depuis le début, de toute façon, lui, il a toujours voulu faire grandir le jeu vidéo. Donc effectivement, les Mario, tout ça, ça l'intéressait pas. Il voulait que, pour un public adulte, il y ait des jeux. Et donc dans cette démarche, il s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de sexe dans notre jeu, comme dans les films. Et donc effectivement, il y a ce mini-jeu où il y a une fille qui t'emmène chez elle, et c'est un mini-jeu où tu dois lui faire l'amour. Et voilà, c'est un mini-jeu où il faut appuyer sur des boutons. Voilà, du QTE. Voilà. Sauf qu'on est toujours dans une période de jeux vidéo où non, surtout qu'ils voulaient pouvoir être vendus dans les Walmart, et eux, ils n'acceptaient pas de vendre des jeux adultes only. Voilà. Donc 18+, ils voulaient pas. Voilà, c'est ça. Donc il a fallu virer le mini-jeu et tout, mais pour gagner du temps, en tout cas la version officielle, c'est pour gagner du temps, plutôt que de le supprimer, ils ont mis ça dans le code du jeu. Donc c'est caché. Alors quand on dit dans le code du jeu, c'est-à-dire que c'est dans les fichiers du jeu si on analyse le truc, etc. C'est pas disponible, c'est pas, on peut pas le faire en faisant un code ou quoi que ce soit, non. Vraiment pas. Il faut être quand même vraiment calé pour trouver ce truc-là. Et en fait, c'est sorti sur PC un peu plus tard, c'est pour ça que ça a mis du temps. Et là, il y a un modeur qui a trouvé ça. Je crois que c'est un néerlandais. Il me semble. C'est ça, ouais, c'est ça. Qui trouve le truc, il commence à répandre le truc sur Internet, et là d'un coup, ça monte au scandale parce qu'ils se disent qu'ils ont dissimulé une scène de sexe pour contourner les contrôles. Voilà, et là d'un coup, vu le mini-jeu, ça a pris... Alors, ça a pris des proportions dingues. C'est carrément retiré de la vente pendant un petit moment. C'est des millions et des millions de pertes pour Rockstar. Et puis, mais en vrai, ça leur fait une pub de malade. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Après, est-ce qu'ils en avaient besoin ? Je sais pas, mais en tout cas, oui, ça continue de monter. Et en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est-à-dire que les frères Houser, ils sont partis d'Écosse en fait pour venir aux États-Unis, ils se sont installés et leur vision des États-Unis, elle est dans GTA, la vision satirique en fait. C'est des années 80-90 sublimées à travers la télévision, la musique, voilà, le cinéma. Et en même temps, en fait, le fait qu'eux ils découvrent ce que c'est d'habiter aux États-Unis, d'arriver comme ils sont arrivés en 98-99 en fait, et de se rendre compte qu'ils sont des étrangers finalement en fait et encore là ils sont à New York, hein, c'est pas le reste des États-Unis, c'est encore différent, mais leur vision, elle est comment dire, elle est traînée par ça en fait. Elle est vraiment et du coup, je pense que ils se sont pris vraiment le revers du rêve américain dans la gueule en fait en ayant cette histoire de hot coffee quoi. C'est vrai qu'on ne sait pas quelle est la version officielle, on ne sait pas s'ils ont voulu le cacher, on ne sait pas si c'est un code. Apparemment, c'était un codeur qui l'a foutu dans un coin et qui s'est dit bon. Est-ce que c'était un Easter egg, un truc caché pour mais toujours est-il que c'est vrai que la première version qui était sortie, c'était sur PS2, il n'était pas du tout accessible en fait. Donc voilà. Et le problème, c'est que en plus, ils ont un ennemi juré, je crois que c'était... comment il s'appelait Ah oui, le mec qui est l'avocat, là. Ouais, un avocat qui était tout le temps sur leur côte. Ouais. Voilà, et qui d'ailleurs est tellement taré, en fait, sur cette histoire qu'il a perdu sa licence, en fait, Oui, parce que c'est quelqu'un qui vraiment s'acharnait sur les frères Houser et sur GTA depuis de nombreuses années. Et qui révélait, en fait, sa propre psychose, en fait, vis-à-vis de ça, parce qu'il a envoyé son fils acheter le jeu pour démontrer... Et il le filmait, il le montrait sur les réseaux sociaux et tout, pour démontrer qu'un gosse pouvait acheter GTA. Mais ça, c'est pas de la faute des gens qui vendent GTA. C'est de la faute des gens qui vendent GTA dans les magasins. On résume, l'avocat qui veut attaquer et qui attaqua plusieurs fois GTA, il a envoyé son propre gosse acheter GTA et il l'a filmé en train de jouer à GTA. Et il le montre pour démontrer un point de vue, pour démontrer en fait son propre point de vue, mais en fait en même temps ça démontre que lui-même pousse son gosse à faire le truc et que donc, enfin bref, ça devient ubuesque en fait ce genre de comportement. Et c'est assez dingue que ça génère ça, en fait, encore une fois, pour quelque chose qui est extrêmement satirique, extrêmement, c'est de toute évidence bourré d'humour, GTA. On en parlera dans la seconde partie de l'émission, puisque ça touche déjà à sa fin, mais je pense que c'est une excellente conclusion, cette histoire un petit peu perverse d'avocat qui, au final, fait jouer son fils à GTA pour prouver que GTA est un élément corrupteur. Bon, écoutez, merci pour cette première partie, on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de l'émission spéciale GTA. De retour pour la seconde partie de ce spécial dans la légende consacré à une des plus grandes sagas vidéoludiques, évidemment GTA. Alors nous sommes toujours avec Anis, avec Paul et avec Stéphane. On s'est arrêté sur les polémiques GTA, etc. On va avancer un petit peu plus dans le temps puisque, évidemment, ce ne sont pas que les polémiques qui ont fait le succès de GTA, mais c'est bien son talent intrinsèque à plusieurs niveaux. Et moi, je me pose la question. Donc, on a vu un petit peu l'émergence avec les 2 premiers GTA. On a vu l'explosion avec GTA 3. On est passé très rapidement sur GTA San Andreas, qui est une révolution également. On n'a quasiment pas parlé de Vice City, qui est mon épisode préféré. Mais à un moment donné, on arrive où on se dit qui peut arrêter GTA, en fait ? Est-ce que GTA a eu
de véritables concurrents. Parce qu'aujourd'hui, on parle de GTA-like, encore, alors que, voilà, il y a eu beaucoup d'autres jeux. Anis, t'en penses quoi ? Bah, ce qui est marrant, c'est que là, quand tu me dis ça, pour moi, le seul concurrent de GTA, il vient de Rockstar, et c'est Red Dead Redemption, tu vois. C'est le seul truc qui est arrivé au même niveau, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais, mais bon, ça vient de la même équipe, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment eux, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont compris ce truc de référence au cinéma, très culturel, etc., et qui essayent pas de faire un jeu, ils essayent de faire une œuvre à part entière, tu vois. Donc du coup, en fait, avec cette démarche-là, eh bah, ils sont limite imbattables, ils ont la recette, quoi. Imbattable. Pour toi, c'est pareil, Stéphane, il n'y a rien qui... De toute façon, quoi qu'il arrive, tous les mondes ouverts, ils sont comparés à GTA à un moment donné ou à un autre. Donc eux-mêmes sont condamnés à se renouveler. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Donc pas seulement uniquement en termes de vente, mais vraiment en termes de ce que tu proposes, quoi. C'est-à-dire qu'ils connaissent très très bien leur licence, on va dire, et en fait, ils savent très très bien en jouer. Et même un truc comme GTA Online, en fait, c'est devenu un jeu à part entière. Un jeu à part entière, et surtout encore un truc qui est suivi finalement, en fait. Donc, en fait, je pense la grosse distinction, c'est que, et c'est vrai que je veux dire, il y a que leur propre monde ouvert qui arrive plus ou moins à dépasser. Arriver au niveau. Intéressant. Parce que si tu regardes, c'est quoi les jeux ? Il y a Mafia ou Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, c'est des jeux sympas. Saints Row. Ouais. Ça peut être des jeux sympas, mais c'est vrai que c'est des jeux qui en fait prennent un élément de GTA et en fait. Je pense que tu as tout dit. C'est des jeux sympas. Voilà. C'est-à-dire que quand tu dis d'un jeu, il est sympa, c'est-à-dire que tu as du mal à aller dépenser 70 € ou 60 € si en face tu as GTA. Tu es d'accord avec moi, Paul ? Ouais, tout à fait. En fait, les jeux qui marchent le mieux, je trouve, c'est ceux qui reprennent la structure, c'est-à-dire une ville ouverte avec des missions, mais où c'est pas du tout dans la mafia. Ça va être en jouant un super-héros, genre Batman ou Infamous, c'était vraiment pas mal. Quand c'est dans un autre point de vue, ça marche mieux que essayer d'égaler vraiment sur le même terrain. Prototype aussi, c'était pas mal. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que c'est une question de moyens aussi. Maintenant, il n'y a qu'une boîte comme ça qui peut arriver à développer un monde aussi riche, quoi. Parlons un petit peu de Rockstar, puisque c'est l'éditeur du jeu. On l'a dit, il y a depuis quasiment le début les deux frères Hauser. Le papa de l'origine n'est plus du tout dans les projets depuis le 2 d'ailleurs, depuis le 3 ou le 2 Le 2 il était encore là, il est parti pour le 3. C'est ça. Ouais, donc et c'est une équipe qui s'est constituée, mais une équipe qui a aussi changé à un moment donné, puisque il y a certaines personnes qui ne se sont pas reconnues, notamment dans d'autres productions de Rockstar, on l'a dit. Il y a eu The Warrior, adapté de l'excellent film de la fin des années 70, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a eu aussi un jeu qui a provoqué pas mal de soucis, c'est un jeu qui s'appelle Manhunt. Ouais. Voilà, tu peux nous en parler un petit peu de Manhunt, c'est drôle parce qu'effectivement GTA est toujours censé être la représentation du jeu hyper violent, mais Manhunt à côté c'est vraiment beaucoup plus fort, mais il a eu beaucoup moins de succès. C'est dans tout l'univers des snuff movies, donc ces films genre Cannibal Holocaust, ce genre de choses où on est toujours, on sait jamais si c'est la réalité ou pas. Voilà, c'est ultra violent. Cannibal Holocaust, on sait que c'est faux. Oui, voilà. À l'époque, c'est sorti peut-être, mais bon, on sait que c'est faux. Mais il y avait eu un procès pour qu'ils prouvent qu'ils n'avaient pas vraiment tué des personnes. C'était un peu le début. On rappelle un petit peu, on va dire que Manhunt, c'est dans un univers carcéral, si je me souviens bien, où on doit mettre en scène des meurtres devant une caméra pour qu'ils soient filmés. C'est un jeu de télé-réalité. Voilà, c'est une télé-réalité carcérale meurtrière. Running Man ou le prix du danger, en fait. Ne me parle pas avec des mots comme ça. Non, mais voilà, et en gros, tu incarnes un tueur en série, en fait, qui a une dernière chance avant éventuellement de passer à la chaise électrique, en fait. Et la dernière chance, c'est de participer à un jeu de télé-réalité où, effectivement, à chaque coin de ruelle, de machin, en fait, on le lâche et il doit tuer les gens pour s'en sortir, quoi. Et en fait, ça devient de plus en plus... Ouais, c'est hardcore, honnêtement. Voilà, ça devient de plus en plus... Au début, c'est tu tues un type en lui étouffant avec un sac. Étouffant avec un sac. Bah oui, mais c'est assez étonnant. Mais encore une fois, en fait, c'est des jeux... Enfin, voilà, c'est un truc qui tape sur la télé-réalité. On parle d'un jeu qui date de 2003, qui tapait sur la télé-réalité au moment où ça explosait. On parle d'un jeu qui te renvoie encore une fois à ta propre morale de joueur, parce qu'en fait, ça te démontre que c'est pas si facile que ça de tuer quelqu'un. Quand tu joues à GTA et que tu sors ta mitrailleuse et que tu peux tirer dans le tas, en général, des passants ou des trucs comme ça, oui, c'est très facile. Dans Manhunt, c'est pas facile du tout. C'est-à-dire, il y a vraiment cette notion de... Il y a un malaise quand même. C'est ce que disait Hitchcock, en fait. C'est hyper difficile de tuer quelqu'un et il faut le montrer au cinéma, quoi. Et en fait, c'est ce que ce jeu fait, en fait. Il te le montre clairement et du coup, il y a quelque chose d'assez
étrange en fait de jouer ce jeu-là. C'est pas un jeu facile à jouer parce que c'est pas un jeu agréable. Et je pense que c'est ça qui a posé aussi problème à l'époque. C'est un jeu qui est effectivement beaucoup moins connu, qui a été d'ailleurs, en fait, ils ont fait une suite. Ce qu'il faut savoir aussi avec Rockstar, c'est quand tu leur dis bon, c'est pas bien ce que vous avez fait, ils font OK, et ils s'en font un autre. Et du coup, mais malgré ça, en fait, ils ont été obligés de censurer la suite. C'est surtout la suite qui a été censurée et qui est beaucoup moins bien en plus, qualitativement parlant, beaucoup moins étrange, malaisante et tout. Et voilà, mais ça fait partie des. C'est un des rares jeux en fait qui a été censuré vraiment chez Rockstar et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont mis derrière eux parce que c'était vraiment à la suite du Hot Coffee, c'était vraiment à la suite de tout ça et ils ont vraiment eu beaucoup de problèmes et ils sont vraiment... Et c'est un jeu, comme je le disais, qui a scindé l'équipe aussi. Voilà, il y a des développeurs qui disaient c'est trop là, on n'est pas super chaud finalement là-dessus, donc ça a posé des scissions au sein de l'équipe, quoi. Et pourtant, GTA reste GTA, on l'a vu, GTA 3, mais GTA 4, qui va être un énorme succès, GTA 5. Et puis aussi, on a eu l'apparition de plein de petits épisodes. On n'a pas parlé des épisodes sur console portable, mais également on va dire des spin-offs qu'on a pu avoir sur The Ballad of Gay Tony, Lost and Damned, et c'est toujours très référencé, super bien écrit. Il y a quelque chose que GTA n'a jamais perdu, et je pense que c'est son essence même, c'est son écriture, et tu en as parlé, c'est de la satire. On en a parlé tout à l'heure. La frontière entre le cinéma et le jeu vidéo a été complètement... mise à mal avec GTA. C'est-à-dire que, je sais pas ce que tu en penses, Anis, mais dans GTA, tu retrouves parfois des choses qui te font dire « Ah ouais ». Ça te fait réfléchir, en fait. Ça te fait réfléchir à la propre situation que tu peux avoir, à la société dans laquelle on vit, le rêve américain. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont mises à mal dans GTA. Est-ce que tu vois ça comme ça ou simplement comme un divertissement pur ? Ce qui est marrant, c'est qu'en fonction des GTA, j'ai été de plus en plus vieux, quoi. Et je crois que le premier qui m'a fait ça, c'est San Andreas. Après, c'était peut-être des problématiques qui me touchaient plus, tu vois, genre sur le racisme, etc. Le moment où il y a les émeutes, j'ai appris plein de trucs via GTA, qui sont des choses qui sont vraiment arrivées. Et je me souviens d'une mission qui m'a trop marqué, je sais plus ce qui se passait, mais on brûlait un champ de weed. Et je me suis dit... Mais c'est pas dans le 4, celui-ci ? Je crois que c'est dans San Andreas. Ah, San Andreas, Et ça m'a trop marqué, je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Et après, en fait, c'est marrant, c'est que je me disais, ils sont marrants, ces Américains, d'avoir un recul de ouf sur eux. Mais parce que c'est pas des Américains. Quand j'ai découvert que c'était pas des Américains, je me suis dit, c'est dingue, mais c'est une vraie satire. Et en même temps, c'est une satire folle. Et en même temps, quand tu vas aux États-Unis, moi, je suis allé aux États-Unis après avoir joué à GTA, j'ai fait dans ce sens-là, et je me suis dit, c'est tellement GTA. Malgré tout, ils ont quand même réussi à retranscrire, dans leur satire, une certaine vérité, tu vois. Quand t'es là-bas, tu crois que... La base d'une satire, c'est d'avoir c'est ça. Une bonne satire, voilà, c'est là où je veux en venir. Une bonne satire, pour moi, c'est que tu sens que les mecs, ils aiment ça, quoi. Ils sont fans de ça, ils kiffent, ils se sont posés là-bas, ils ont vécu là-bas, ils sont inspirés de ce qu'ils aiment. Mais en même temps, regardez, on va vous montrer ce qui est cocasse, ce qui est marrant, ce dont on peut rigoler. Et ils les tirent et ils le font de plus en plus. Et pour moi, l'apogée, c'est le 5 avec Apple. La mission, moi, m'a marqué. Moi qui travaille, je ne vais pas citer les boîtes, mais qui travaille avec des médias, des trucs comme ça, les clichés qu'ils ont représentés, c'est des gars que je côtoie au quotidien, tu vois. Donc c'est assez fou d'avoir mis le doigt sur ce truc-là, surtout que c'était même un peu avant-gardiste, tu vois, parce que le jeu, il est sorti, en 2013, 2014. Ouais, ça fait déjà... C'est 2013, il me semble. Et il tirait déjà sur ce que maintenant on commence à critiquer, les ambiances de start-up, etc. Et eux, ils avaient déjà mis le doigt dessus, tu vois. Et ils sont super avant-gardistes, tu vois. Ils ont toujours un petit coup d'avance sur ce qui va se passer, quoi. Exactement. Ouais. En fait, c'est comme le cinéma peut l'avoir sur certaines choses, dans la satire, dans la dénonciation de certains pans de la société, comme un truc tout bête, comme Verhoeven a pu le faire avec Robocop, par exemple, en son temps. GTA, on a tout le temps cet aspect-là de satire morale, satire sociale. Et voilà, c'est peut-être ça qui le rapproche également du cinéma. Pour les références cinématographiques, là, on pourrait faire, je pense, une heure entière. Stéphane, est-ce qu'il y a... Non, j'ai déjà la réponse, je te pose la question, mais il n'y a pas un jeu qui est plus référencé que GTA en termes de cinéma ? Non, je crois pas. Enfin, si, après, tu peux... Chez Kojima, par exemple.
Chez Kojima, il va avoir beaucoup de références cinématographiques aussi, mais c'est digéré différemment en fait. Ouais. C'est vraiment, Kojima, il va pas créer des situations où il va se dire, par exemple, dans GTA 4, on te refait refaire la scène de fusillade de Hit. C'est frontal. Et voilà, c'est clair, net et précis. La seule différence, c'est pas Los Angeles, c'est New York. Voilà, oui, c'est ça. Dans GTA 5, il y a l'Arme Fatale 2, à un moment donné, il y a plein de références comme ça. Mais c'est vrai que c'est digéré, chez Kojima par exemple, c'est digéré complètement différemment. C'est-à-dire que vraiment, il se sert de ça comme une base et en fait, il part pour créer son truc. Alors que là, il y a l'idée en fait comment dire. Kojima, on a pu voir ses références dans Metal Gear notamment. Ah ouais, voilà, Carpenter, voilà, tout ça. Mais dans GTA aussi, la grosse distinction, c'est alors il y a l'idée de jouer ces scènes-là, les scènes que tu as vues au cinéma. Et après, je pense qu'il y a, je trouve en fait, plus ils avancent et plus ils se réfèrent à leur propre licence à eux en fait. C'est-à-dire que ils abandonnent au fur et à mesure, ils créent des personnages. C'est-à-dire que on parlait de Vice City, c'est Ray Liotta en fait qui joue le personnage principal. Et là, en fait, tout de suite, tu penses à Ray Liotta, tu penses aux Affranchis par exemple. Donc ça semble cohérent. Mais en fait, quand tu joues à GTA 5, tu penses plus du tout à ça. Tu penses à Trevor. Tu penses à Michael, c'est vraiment, même s'ils ont peut-être une source, c'est des personnages. Pour moi, Trevor, par exemple, c'est clairement un personnage qui existe. Qui ne peut exister que dans le jeu vidéo, parce que c'est un personnage qui a été créé de manière à en fait donner une incarnation justement du joueur qui va écraser les gens dans la rue, etc., etc. Et en fait, c'est presque une excuse, quoi. C'est-à-dire, bon, tu t'aimes faire ça dans GTA, c'est possible de le faire. On va te donner le personnage qui le fait, quoi. C'est-à-dire le taré, qui vraiment, en fait, voilà, et c'est... Il n'y a que dans le jeu. En fait, tu ne peux pas faire un perso comme ça au cinéma. Donc, ils sont devenus à un point tel qu'ils sont autosuffisants, en fait. Ouais. Et ça me fait, que tu dis ça, ça me fait penser à... le mode online, c'est ça, en fait. T'as l'impression que c'est l'exacerbe. Vous aimez ça, on vous le donne fois 1000, tu vois. Et c'est que les pires trucs que tu aurais pu imaginer, faire, ils te donnent la possibilité de le faire. Parce que là, oui, GTA 5, c'est aussi l'apparition d'un mode online complètement dingue où voilà, on a la ville pour nous, on peut faire des missions, on peut ne rien faire, on crée son perso de toutes pièces, vêtements, physique, etc. Et il y a même des modes qui sont apparus après sur PC où on a ce qu'on appelle du GTA RP où tu campes carrément un personnage dedans avec sa vie, etc. Et tu dois pas révéler ton identité, c'est assez ouf. Il y a tout un truc qui s'est créé autour de GTA qui fait que, pour moi, c'est... et je vais peut-être choquer certaines personnes, mais c'est peut-être le jeu le plus important de ces 30 dernières années, on va dire, en termes d'impact et de ce que ça a pu provoquer dans la société. Tu disais, on parle pas de chiffres, mais en fait, faut préciser peut-être quand même une chose, c'est pas forcément une question de chiffres, c'est une question que le produit culturel le plus vendu, c'est GTA 5. Avant le cinéma, avant la musique. Ah ouais, ça a dépassé Avatar, ça a dépassé Marvel, Avengers Endgame, tout ça. Donc mais comme c'est pas médiatisé de la même manière, comme c'est pas starifié de la même manière, c'est-à-dire... on va jamais mettre ça en avant dans les médias. C'est-à-dire qu'Avatar, on peut montrer James Cameron ou les acteurs. Avengers Endgame, de toute évidence, on peut montrer Robert Downey Jr., tous ces trucs-là. En fait, dans GTA, tu montres qui ? GTA, c'est les personnages, en fait. Donc, du coup, on peut montrer les Hauser. Attends, oui, mais par contre, ils se montrent pas, eux. Ils se montrent plus. Mais on a une petite vidéo à l'ancienne, justement, quand ils étaient à la base de GTA, et une petite vidéo de studio qui est assez rigolote à regarder. Now, all the people in here are working on what DMA hopes will be its new blockbuster. It's a game called Grand Theft Auto. It's got to be finished by the end of June, so they're involved in some pretty hard work in here. It's all about a car chase through the streets of a fictional, probably American city. Here are some of the maps they've been working on. And Dave here is one of the software designers who's been trying to put it together. Dave, just explain the point of the game. Well, it's a mission-based driving game where you're basically driving around the city, stealing cars, running over pedestrians. Pretty tame stuff then. Well, yeah. Donc on voit déjà à l'époque, s'ils savaient que ça allait terminer comme ça, je pense qu'on n'aurait pas eu ce genre de reportage. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on dit qu'il n'y a rien qui est starifié et tout, je suis trop d'accord. Mais le paradoxe, c'est qu'il s'appelle Rockstar, tu vois. T'as l'impression qu'il nous l'avait annoncé la couleur depuis le début, tu vois. Même le délire de polémique, en fait, c'est des trucs de Rockstar, en fait. Ouais, complètement. Avoir autant de succès, créer la polémique, ne pas se montrer, en même temps avoir un mystère et tout, c'est des Rockstar. C'est quand même... il faut dire une chose, c'est qu'ils se concentrent sur très peu de jeux. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs, ils ont besoin d'énormément de jeux. Pour eux, c'est GTA,
Red Dead Redemption, quelques titres qui arrivent ci et là. Et puis, c'est les seuls qui se passent de couverture médiatique. Ils communiquent quand eux, ils ont décidé de communiquer. Par exemple, ils vont pas à l'E3, ils n'y vont pas. Après, il y a quand même un petit coin caché où il y a Rockstar quelque part, mais c'est pas, il n'y a pas de stand où ils vont te vendre, de publicité, etc. Ils en ont rien à cirer. C'était quand ils ont annoncé Red Dead Redemption 2, qu'ils ont juste balancé le logo sur fond rouge, et en fait ça a été retweeté je sais pas combien de milliers de fois, 20 millions de fois peut-être. Et les gens font des analyses juste de ce logo. Ils n'ont pas besoin, ils ont compris quoi. Et ça, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est clair et net. Il y a aussi une chose, on l'a dit un petit peu en première partie, que GTA a amené, c'est les premiers à avoir amené de la musique réelle. Alors quand je dis de la musique réelle, c'est-à-dire de la musique qui existe dans la réalité, de vrais artistes. On a eu auparavant des artistes réels qui ont composé spécialement pour du jeu vidéo, etc. Mais là, on a des titres qui existaient avant et que des hits. On a un petit mix, notamment avec quelques petites chansons qui font plaisir. Voilà, donc tout ça, c'est des musiques qui ont marqué des générations et on va rappeler que GTA, c'est aussi très générationnel. C'est-à-dire que GTA, on va prendre à partir du 3, GTA 3, ça se passe, on va dire, c'est assez contemporain, mais c'est, on va dire... le début des années 2000 aux États-Unis, voilà. On a GTA Vice City, c'est les années 80 à Miami, San Andreas, c'est les années 90 à LA. Et à chaque fois, avec toutes les problématiques que ça implique, les problématiques sociétales, hein, tu en parlais tout à l'heure, San Andreas, avec le racisme. On est plus dans une ambiance West Side, hip-hop, etc. Vice City, on est complètement dans les années 80, dans la pop, dans la démesure, on va dire, de l'époque, etc. Et aujourd'hui, on se passe un petit peu de tout ça, justement. Comme tu disais, on a l'impression que GTA n'a plus besoin d'être aussi référencé, mais on garde toujours ces musiques qui sont importantes, parce qu'à la base, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, Paul, c'est que depuis le début, l'idée, c'est de mettre la musique en avant dans GTA. Ouais, c'est vrai, mais en fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire du jeu vidéo, c'est ça. Ça commence comme un truc très pastiche du cinéma. On cherche à imiter, même Kojima, vraiment, des références. Et le jeu vidéo est devenu un média qui s'autosuffit avec le temps. Et GTA V en est vraiment l'illustration, où on n'a plus besoin de faire référence à la scène de film pour que ça donne envie. Donc là-dessus, et la musique va dans ce sens, dans le sens où c'est un art. Et donc on peut mélanger des arts entre eux. Ça me fait penser aussi à GTA 3, au moment où il y avait les musiques et tout. Ça fait penser aussi à Tony Hawk, qui aussi diffusait des sons qui étaient vraiment à la mode pour les adolescents et tout. Donc il y avait vraiment cette culture qu'adore Sam Hauser, la culture du cool, de mettre des musiques autres que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les jeux vidéo. Et en plus, on le rappelle pour ceux qui n'auraient jamais joué à GTA, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être, c'est qu'ils ont introduit un truc qui est fou, c'est un système de radio. C'est-à-dire qu'on écoute la radio quand tu conduis, t'écoutes la radio. Ça, moi, je suis persuadé que ça vient de chez Tarantino. C'est-à-dire que je pense que le Reservoir Dogs, Pulp Fiction, tout ça, où on entend même dans le générique de Pulp Fiction la radio qui tourne comme ça, je pense que c'est une de leurs références. Ils se sont dit, en fait, ça serait super d'avoir dans notre jeu notre propre système comme ça de jeu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est encore un système qui se rajoute, pour moi, au reste. C'est-à-dire que dans GTA V, ils ont introduit de la musique vraiment à proprement parler, c'est-à-dire c'est Tangerine Dream qui et là c'est encore une référence cinématographique parce que c'est surtout des compositeurs de musique de films, des films de Michael Mann, enfin voilà. Des films qui prennent eux-mêmes en référence. Voilà, c'est ça. Et du coup, mais moi c'est presque trop en fait quelque part dans GTA V parce que moi je me concentre vraiment sur, dès que la musique se déclenche, en fait je remets la radio. Parce que ce que j'aime dans ce système-là, c'est que ça me crée des souvenirs. C'est-à-dire la musique, c'est du souvenir. En fait, on écoute de la musique et en fait, on pense tout de suite à une époque. On pense à les années 80, aux années 90, parce que c'est une musique qui vient de cette époque-là. Et dans GTA, c'est un peu, ils savent s'en servir pour créer des situations complètement uniques. C'est-à-dire que, par exemple, moi je me rappelle dans GTA 4, il y avait un choix à faire à un moment donné. Tu devais aller soit à un coin de la map, soit à un autre coin de la map.
Et à cette époque-là, j'écoutais surtout, en fait, à ce moment-là du jeu, j'écoutais surtout les musiques slaves. Et d'un seul coup, il y a une espèce de chanson à la Britney Spears, mais slave, qui était mais pas du tout, en fait, dans le mood de ce que j'étais en train de faire, mais qui a créé le mood, en fait, quelque part. Et donc ça conditionne. Ça conditionne, et c'est ça qui est assez comment dire, formidable, je trouve. C'est que ça crée une ambiance, en fait, que moi, toi, en fait, ça sera complètement différente. Ça rend une expérience unique à chaque joueur, chaque utilisateur. Suivant ce que tu écoutes à ce moment-là. Et du coup, ça te crée un souvenir, en fait, du jeu qui... parce qu'on joue tous le même jeu, en fait, en vrai. Mais on ne le joue pas tout à fait de la même manière. Donc, du coup... Là aussi, on est encore dans la liberté. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est ça que je trouve assez fort, en fait, dans ce système de radio, quoi. C'est-à-dire... Et toi, Anis, c'est quoi le souvenir que tu peux avoir avec déjà, moi, Vice City... Tout ce que j'écoute en funk, là, ça vient de Vice City. Bien sûr, c'est la base. C'est dingue comment ça m'a marqué et tout. Genre, je connais vraiment tout grâce à ça, tu vois. Et après, non, moi, là, par rapport à ce que tu disais, c'est marrant, mais c'est quand t'es dans la campagne, dans San Andreas ou dans le 5, tu peux pas mettre autre chose que les radios de country. En fait, tu kiffes, quoi. Ça colle vraiment avec le délire. Et moi, du coup, dès que je suis dans la campagne, je peux pas écouter autre chose, tu vois. Alors que jamais de ma vie, j'écoute ça dans la vraie vie, tu vois. Mais dans le jeu, je l'accepte, tu vois. Et c'est trop bien de se retrouver, des fois... de voler une voiture et de se retrouver avec une radio que t'écouterais pas forcément et que ouais, ça crée ce mood à ce moment-là, ce morceau-là. Du coup, tu le entends dans la vie. Pour toi, il est référencé à GTA. Enfin, l'impact, il est en 4D, quoi. Ça te suit dans ta vie, ça te suit, c'est fou, quoi. En fait, c'est fou parce que ça a été initié avec GTA 3, le système de radio, et GTA 3, ils ont repris toute la BO quasi de Scarface. Ils se sont dit, allez, on va pas se casser la tête, on reprend tout Scarface. Et donc là, il y a des personnes qui ont connu d'abord GTA et qui ont connu après Scarface. Et ils se sont dit, mais attends, c'est la musique de GTA. C'est même plus la musique de Scarface, c'est devenu la musique de GTA. Et c'est une des premières fois aussi, enfin, je sais pas si c'est même pas la première fois, on entend du Michael Jackson, officiellement, je parle pas de Sonic, dans un jeu vidéo, quoi. C'était assez dingue pour l'époque, parce qu'on savait qu'on pouvait pas utiliser du tout du Michael Jackson. Et le système de radio, au-delà même de la musique, qui est déjà une révolution, c'est qu'il y a carrément des émissions. Il y a des émissions, il y a des pubs. Et là, pareil, on en revient à de la satire totale. C'est là où c'est poussé au paroxysme. C'est que dans les journalistes, les DJ, les trucs, t'as des archétypes, des parodies, des thèmes. Et là, moi, les premiers, je parlais pas anglais. Je regrette, parce que là, quand je comprends, je suis mort de rire. Des fois, il y a vraiment des vannes, des trucs. C'est là où ils se lâchent le plus, t'as l'impression, quoi. Il y a des vrais animateurs qui ont animé dans des radios dans GTA. Et là aussi, où ils ont été encore plus loin, c'est qu'ils ont même donné à des vrais artistes la possibilité de faire leur radio. Il y a Kavinsky, notamment. Je crois qu'il y a Frank Ocean. Il y a Frank Ocean dans le dernier. Radio, et il y a Fly Lotus. Il y a beaucoup de gens. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au début, on suivait, on prenait la musique de Scarface, etc. Maintenant, c'est tellement une œuvre à part entière que c'est les artistes qui sont mis au service de l'œuvre plutôt que l'inverse, quoi. Ça, c'est fou, quoi. Alors, pour conclure, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Sur les 5 dernières minutes, qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain GTA ? Dur, hein. Moi, j'imagine, après, c'est impossible à dire, que le côté en ligne est sans doute à pousser, parce que c'était un truc qu'ils n'avaient pas avant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un GTA solo, à moitié en ligne, un peu comme les Dark Souls, vous savez, où il y a un mélange entre les deux ? Moi, c'est ça qui m'intéressait, parce que est-ce qu'ils peuvent vraiment faire... Est-ce que ça commencerait pas à être répétitif s'ils faisaient encore plus grand ? GTA 5, c'est quand même un sommet. Hein. Déjà, c'était le risque avec San Andreas, qui était déjà très très grand, et on s'y perdait un petit peu, même si l'épisode est exceptionnel. Mais c'est vrai que la map était un peu grande. Anis, toi, de ton côté ? Alors moi, j'aimerais bien qu'ils prennent un risque en allant dans quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Pas forcément Liberty City, pas forcément Vice City, et qui sont tellement forts avec des univers propres, qui se mènent une grosse contrainte. Genre au Japon ? J'allais dire Paris, mais ça, c'est le fantasme. Tu vois, mais même si, je sais pas, ils font le Mississippi des années 20, j'en sais rien, un truc que je connais pas, et que par leur prisme, parce que c'est le meilleur truc d'histoire pour moi, tu vois, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, je vais y jouer. Donc qu'ils aillent chercher un truc sur lesquels je m'y attends pas, et qu'ils arrivent à rendre ça fou, et je serais trop excité, quoi. Moi, je pense que ça serait un risque de faire un jeu mi-online, mi-solo, parce que en fait, le problème, c'est que tu peux pas
en fait, t'es obligé de bêta-tester en fait un jeu online. T'es obligé vraiment de les prémices de GTA Online, c'était une catastrophe. En fait, tu te faisais déconnecter tout le temps. Red Dead 2 l'année dernière, c'était exactement le même problème. Et en plus, c'est surtout en fait, voilà. Et je pense que leur grande force, c'est le solo. Ils connaissent très très bien ça. Je dis pas que le online est mauvais, hein, mais en fait, ils connaissent très très bien ça. Et en fait, on a eu la preuve avec Red Dead 2 en tout cas, qui sont vraiment concentrés sur ça. Et après, on parlait d'influence cinématographique. De toute évidence, c'est du western dans Red Dead 2. Mais en fait, ça a une structure de roman, aussi étrange que ça puisse paraître, parce que c'est quand même un truc que tu joues, quoi. Et du coup, je me demande jusqu'à quel point, en fait, ils vont justement, en fait, dans ce qu'ils savent faire, hein, c'est-à-dire vraiment un monde ouvert de plus en plus permissif, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme structure narrative, en fait, et avec quoi ils vont jouer. Moi, c'est ce que j'attends d'eux, en fait, sur le prochain GTA. Si c'était que du online, je pense que je lâcherais l'affaire. Mais, voilà, même si l'univers est formidable, mais je veux dire, le truc, c'est que voilà, je pense qu'ils ont conscience en fait qu'ils sont très 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 bons en fait sur le solo et très très bons sur la narration et très très bons sur ce genre de choses. Et en fait, je pense qu'ils vont aller dans cette direction. Et pourquoi pas faire un univers en temps réel ? Ce serait quelque chose d'assez exceptionnel, encore plus poussé, parce qu'on a pas du temps réel, mais on va dire il y a un déroulé de la journée qui se passe, etc., mais en temps réel. C'est-à-dire que si à 14h tu fais pas ta mission, c'est mort. Okay. Ça pourrait être intéressant. Il y a je pense que c'est des choses qui ont été pensées dans le jeu vidéo de manière générale. Hein. Est-ce que tu vas rater quelque chose ? Mais après, le problème, c'est que je pense que ça crée des frustrations aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas, tout le monde n'a pas, et je pense que quand tu fais un jeu comme GTA qui se vend, mais je crois que c'est 100 millions d'exemplaires là, le GTA 5. Je pense que sur 100 millions d'exemplaires vendus, console confondue. Je pense que si tu te mets à dos une grosse partie des joueurs qui n'ont pas le temps en fait d'être tout le temps en ligne pour jouer au jeu, quoi. Donc c'est un système intéressant, un gros fantasme. Mais bon, je pense que c'est vraiment très compliqué à mettre en place, quoi. Bon, en tout cas, on l'attend avec impatience. C'est là-dessus qu'on va conclure. Est-ce que ce sera sur PS4 et Xbox One, on ne sait pas. Très probablement sur la prochaine génération de consoles, je pense. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende.